Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire organisé par le MEDEF 93-94, le MEDEF Paris, le MEDEF Hauts-de-Seine et le MEDEF Essonne. La crise sanitaire nous invite à faire un bilan des risques rencontrés dans l'entreprise et donc à revisiter le document unique d'évaluation des risques professionnels, notamment sur la partie relative aux risques psychosociaux. Ainsi, l'objectif de ce webinaire est de faire de votre DERP un levier de performance économique et sociale. Nos invités aujourd'hui vont partager avec vous leur expertise très complémentaire en matière de risques psychosociaux. Tout d'abord, Solange Sankara, chargée de la prévention et de la promotion de la santé au sein du groupe Harmonie Mutuelle, et Karine Toussaint, psychologue du travail et fondatrice du cabinet Aristide Conseil. À l'issue de leur présentation, nous passerons à vos questions que je vous invite à poser dans l'icône QR en bas de votre écran. Voilà, Karine, Solange, c'est à vous. Merci Florence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, je fais un passage à la slide suivante. Voilà. Pour vous donner l'aperçu des points qui vont être évoqués aujourd'hui, on va rappeler ce qu'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. On va mentionner aussi les acteurs à mobiliser pour l'élaborer. On fera un focus sur les risques psychosociaux de manière un petit peu plus illustrée dans le monde professionnel. Et puis, on passera à la partie de l'intégration de ces risques psychosociaux au document unique, comment procéder. Karine, finalement, pourquoi le sujet du document unique et de l'intégration des risques psychosociaux est un sujet d'actualité? En quoi c'est un enjeu pour les employeurs aujourd'hui? Et puis, peut-être aussi un enjeu pour les collaborateurs, pour les salariés. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Alors, bien sûr, Solange, la mise en pratique, la mise en conformité du document unique d'évaluation des risques a plusieurs enjeux. Dans un premier temps, pour les employeurs, vous avez des enjeux qui sont de l'ordre économique, puisque les risques psychosociaux, les maladies provoquent donc et les absences ont un coût économique pour l'entreprise. Le deuxième enjeu est un enjeu de performance, puisque le risque psychosocial, on va le voir, aura des conséquences notamment au niveau du stress, au niveau de l'adaptation par rapport aux transitions professionnelles, par rapport aux événements impondérables, par exemple là où le Covid-19. Un enjeu de développement durable, puisque la santé des collaborateurs est un indicateur au niveau de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Nous avons également un enjeu médiatique, puisque à partir du moment où l'entreprise est au contentieux, par exemple, nous devons développer des mécanismes de gestion de crise à partir du moment où les médias s'emparent effectivement de certaines affaires. Et le dernier enjeu je voulais développer, c'est un enjeu juridique, puisque nous avons un article que nous allons souvent citer, c'est l'article 41-21 du Code du travail, qui oblige, du Code du travail et du Code pénal, qui oblige l'employeur à veiller sur la santé et la sécurité physique et mentale de ses collaborateurs. Et alors, l'enjeu pour les collaborateurs, s'il y en a, quel est-il? Oui, nous avons plusieurs enjeux aussi pour les collaborateurs. Donc déjà, premièrement, la préservation de ma santé au travail. Où la définition de la santé au niveau de l'OMS, c'est un état de bien-être complet au niveau mental, physique et social de l'individu. Donc, comme tu me l'avais fait remarquer la dernière fois, il ne s'agit absolument pas d'absence de pathologie. C'est ça. Donc, en fait, la notion de santé, au sens de l'OMS, c'est plus que l'absence de pathologie, l'absence de maladie. C'est vraiment un état complet de bien-être. Tout à fait. Le deuxième enjeu est de l'ordre de ma satisfaction par rapport à ma performance au travail. Le troisième enjeu, c'est un enjeu d'employabilité. À partir du moment où certaines compétences sont bridées et ne sont pas activées dans le cadre d'une situation de risque psychosocial, il y a un enjeu par rapport à mon employabilité et par rapport à ma gestion de carrière.
Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le DUERP? On va reprendre quelques bases pour préciser de quoi on parle aujourd'hui. Document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui établit l'inventaire de l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans une entreprise. En fait, c'est la formalisation de tout ce qui est mis en œuvre pour protéger les collaborateurs. C'est la preuve écrite que le dirigeant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les salariés des risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de l'exercice de leur mission. Alors, très concrètement, ce document unique, il est obligatoire dès le premier salarié. À partir du moment où il y a un collaborateur, on doit mettre en place cette démarche d'analyse des risques. Il est inscrit dans le Code du travail à travers plusieurs articles que vous voyez s'afficher à l'écran. Et une autre obligation qui est liée à ce document unique, c'est sa mise à jour régulière. Cette mise à jour, elle doit être faite à minima, je dis bien à minima, une fois par an. Et elle est faite autant que nécessaire à partir du moment où il y a un changement dans l'environnement de travail, puisqu'un changement de l'environnement va engranger de nouveaux risques. Donc, ça peut être lors d'un changement de site, un déménagement, de nouveaux locaux, un nouvel environnement de travail qui va forcément amener de nouveaux risques ou des risques différents. Et c'est aussi, dès qu'il y a un nouvel élément dans le cadre de travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles, ou comme on a pu le voir avec la pandémie Covid-19, un nouvel élément qui vient perturber les conditions de travail et qui doit être pris en compte pour nécessitant la mise à jour de ce document unique. Karine, si le document unique n'est pas mis à jour, quel est le risque pour l'employeur? Alors, effectivement, si le document unique n'est pas fait ou si le document unique n'est pas mis à jour, vous seriez dans ces cas-là dans un cas de violation manifeste de vos obligations de résultat par rapport à la santé physique et mentale de vos collaborateurs. À partir du moment où ce document n'est pas mis à jour ni produit, comme tu l'as cité, nous avons donc une contravention de 5e classe, je crois, 1 500 €, qui est majorée en cas de récidive. Mais si jamais il y a une atteinte à l'intégrité physique du collaborateur, dans ces cas-là, nous allons intégrer la responsabilité civile et pénale de l'employeur et notamment ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur qui peut occasionner malheureusement des peines de prison et des pénalités, des dommages et intérêts pouvant être extrêmement conséquentes. On parle de sommes qui pourraient atteindre 75 000 € pour le dirigeant d'entreprise et vous savez que c'est multiplié par 5 pour la personne morale. Donc, il reste vraiment important de se pencher sur ce document et de voir comment l'élaborer et en faire un document vivant qui est utile à la vie de l'entreprise et à la gestion du risque dans l'entreprise. Je voudrais juste me permettre de rajouter qu'il y a aussi des pénalités à partir du moment où vous n'affichez pas l'endroit où les collaborateurs peuvent trouver ce document unique. Une pénalité en cas d'impossibilité de présentation du document unique sur la demande de l'inspection du travail et une pénalité aussi par rapport à vos instances représentatives du personnel puisqu'elles doivent avoir accès à ce document. Merci pour ces précisions, Karine. Alors, concrètement, quels sont les acteurs à mobiliser pour mettre en place ce document unique? On a fait ressortir 2 catégories finalement, les acteurs incontournables sur lesquels vous appuyez et d'autres acteurs ressources. Je te laisse peut-être démarrer sur les acteurs incontournables. Alors effectivement, je les ai cités tout à l'heure, vos instances représentatives du personnel. Donc on parle effectivement du comité économique et social, les services de santé,
puisque votre médecin du travail vous accompagne sur ce sujet-là. Et je vous ai également cité l'inspection du travail. Pour aller au-delà de cet accompagnement, on peut aussi aller puiser des ressources, plutôt des ressources extérieures d'ailleurs à l'entreprise. Vous allez retrouver un certain nombre d'informations sur le site notamment du ministère du Travail. Vous pouvez aussi vous appuyer sur l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'INRS qui propose voilà, plusieurs ressources, plusieurs fiches pratiques, et vous verrez qu'on va dans cette webconférence proposer des approches en lien avec les approches INRS qui ne sont pas les seules possibles, mais qui sont des ressources que vous avez à disposition assez facilement sur Internet. Vous retrouvez également des informations auprès de l'ANACT ou votre ARACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ou son pendant régional, les ARACT, Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous avez un certain nombre de fiches que l'on peut retrouver sur ces sites-là. Mais justement, en parlant de fiches, on a aussi les fiches MEDEF. Votre organisation patronale, dans les aspects plus concrets, peut aussi vous accompagner. Je pense notamment, Florence, à un certain accompagnement que vous pouvez proposer, notamment en lien avec la prévention tertiaire autour des risques psychosociaux et un accompagnement social. Peut-être, Florence, Oui. vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, tout à fait. Je voulais vous parler de l'UPIEX. L'UPIEX est une société qui est détenue par le MEDEF 93-94 et qui délivre une prestation de service social. Donc, les missions des assistantes sociales évoluent de plus en plus vers de la prévention, de la sensibilisation et de l'information, notamment en matière de risques psychosociaux. Elle contribue donc à la politique sociale de l'entreprise en participant notamment au CSE ainsi qu'à diverses commissions comme la commission RPS, handicap, aide financière, maintien dans l'emploi. Donc c'est un personnage clé aussi dans l'entreprise. Effectivement, donc vous pouvez vous appuyer sur votre MEDEF. Sachez aussi que la mutuelle Harmonie Mutuelle peut vous accompagner sur ces questions de mise en place du document unique, et également des cabinets de conseil spécialisés comme aujourd'hui Aristide Conseil qui nous accompagne pour la présentation de cette webconférence et qui peut être contacté en direct pour la mise en place concrète pour aller plus loin sur l'élaboration de votre document unique en faisant les choses sur mesure. Alors, une fois qu'on a présenté, rappelé les quelques concepts et obligations qui entourent le document unique d'évaluation des risques, on voulait passer un petit peu de temps autour des risques psychosociaux parce que finalement, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais sans trop savoir ce que l'on met derrière et comment on va pouvoir articuler ça avec les risques au sens large dans l'entreprise. Donc, on voulait passer un petit peu de temps sur cette question-là. Alors, les risques psychosociaux, ce sont des risques professionnels qui se manifestent dans des situations de travail et qui peuvent se manifester donc sous différentes formes. Ça peut se manifester sous forme de stress, sous forme de violence, qu'elle soit interne ou externe. Et finalement, ces risques-là, on voit qu'ils peuvent être induits par l'activité elle-même, mais ils peuvent être aussi générés par l'organisation et les relations de travail. Ce qu'on va retenir aussi autour des risques psychosociaux, c'est qu'ils sont perçus différemment par les individus. Et c'est un facteur souvent un petit peu difficile à appréhender pour les employeurs, mais c'est un facteur important. Une personne, un individu est prêt à faire face à une certaine charge de travail et son voisin ne pourra pas supporter la même charge dans les mêmes circonstances. Donc, pour l'un, la charge de travail sera un risque psychosocial quand elle ne le sera pas pour son voisin. Et ça, c'est un élément à prendre en compte dans cette appréhension des risques psychosociaux.
Pour vous donner quelques points de repère, on s'est basé sur une classification qui est proposée par l'INRS, qui se base sur 6 facteurs de risque psychosociaux. Donc, ces facteurs qui génèrent du stress, de la violence, qui aident finalement à appréhender les causes de ces risques psychosociaux dans le monde du travail. Et donc, vous voyez à l'écran les 6 facteurs. On va les détailler dans quelques instants, les illustrer dans des situations de travail pour vous aider à toucher un petit peu plus la réalité de ce qui se cache derrière ces termes. Mais peut-être que Karine, tu pourrais aussi nous dire un petit mot autour du harcèlement notamment, que l'on ne sait pas toujours à quel point rattacher. Ça fait aussi partie des risques psychosociaux. Alors, oui, effectivement. Je vais revenir sur le texte fondamental. Employeur, tu as l'obligation de veiller sur la santé physique et mentale de tes collaborateurs. Au niveau, par exemple, de la santé physique, lorsque vous faites votre document unique, vous allez intégrer un risque physique, un risque mécanique, un risque par rapport aux chutes de plein pied, par rapport aux chutes de hauteur. Eh bien, le risque psychosocial, qui fait partie de ces 17 familles, c'est la partie mentale de mon texte juridique. Employeur, tu as l'obligation de veiller sur la santé physique et mentale de tes collaborateurs. Alors, concernant la façon dont nous allons penser les risques psychosociaux, c'est important que vous intégriez cette notion de prévention. À partir du moment où l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé physique et mentale, vous devez en fait prendre la problématique en pensant qu'elle ne doit jamais arriver. C'est-à-dire que tous vos travaux de recherche et lorsque vous allez rédiger votre plan de prévention et analyser les risques professionnels, vous allez raisonner en anticipation. En prévention, le risque ne doit pas se produire. C'est ce qu'on appelle, pour les initiés, la prévention primaire. Tu as évoqué tout à l'heure aussi, pour illustrer mon propos, tu as utilisé le mot stress. C'est important aussi de comprendre qu'au niveau des jurisprudences et au niveau de l'environnement professionnel, nous avons une définition différente de certains mots. Nous utilisons certains vocables avec une autre sensibilité. Si on prend par exemple le terme stress, où on pourrait tenter de dire en fait, ça ne concerne pas l'employeur, ça pourrait être la lecture raccourcie. Nous avons un accord interprofessionnel qui date de 2008, qui vous dit « Je suis en situation de stress à partir du moment où mon employeur me donne des objectifs et des directives et les ressources que je perçois de mon environnement ne me permettent pas d'honorer ma tâche. » Vous faites ainsi le lien avec le devoir, l'exigence de résultats en matière de préservation du stress. Lorsque tu évoques le risque harcèlement moral, sexuel, le sexisme, la discrimination, nous allons évoquer ceci sous le terme de pathologie des situations de travail, puisque ce sont des problématiques extrêmement spécifiques, puisqu'elles ont des articles spécifiques du Code du travail et l'employeur a même des obligations d'affichage sur ces différentes situations. Merci Karine pour ces précisions. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est justement d'illustrer les axes de risques psychosociaux qui sont introduits par l'INRS pour vous permettre d'appréhender quelles sont les situations de travail dans lesquelles peuvent s'exprimer, peuvent se manifester ces facteurs de risque, afin de vous aider finalement à l'identification des risques psychosociaux, comme le disait Karine, des risques qu'on va anticiper, c'est-à-dire qu'on va se poser la question dans quelle situation les collaborateurs pourraient être exposés à ce type de risque, sans forcément que le risque et la situation se produisent. Mais déjà de dresser cet inventaire des situations à risque, c'est un premier pas extrêmement important sur cette anticipation et cette appréhension des risques. Alors, le premier axe proposé par l'INRS, c'est l'intensité et le temps de travail.
Ça va concerner tout ce qui est en lien avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la surcharge de travail, parfois des horaires changeants, des horaires atypiques, et tout ce qui est lié à l'organisation générale du travail. Pour illustrer ça, moi, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le développement des outils numériques qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, qui se sont peut-être accélérés pendant la période de confinement, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y avait une tendance déjà ces dernières années à l'utilisation de multiples canaux de communication, c'est-à-dire qu'on reçoit aujourd'hui dans le monde du travail en tant que collaborateur des sollicitations par téléphone, par mail. Certains collaborateurs sur des chantiers m'exprimaient dans un atelier le fait qu'ils étaient sollicités par SMS, sur des groupes WhatsApp internes à l'entreprise, et que finalement cette multiplicité de canaux de communication rendait finalement très difficile la concentration, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de vérifier qu'on n'a pas raté une notification, et ça c'est vraiment une situation de risque, parce que ça génère vraiment de la perte de concentration, du stress et la nécessité d'être en vigilance constante pour répondre aux sollicitations internes. Il y a aussi un deuxième exemple qui peut être une illustration de cette intensité et de cette organisation du travail. Je pense pendant la période de confinement, mais hors du confinement aussi, la mise en place du télétravail peut créer un flou, peut créer pour certains collaborateurs une difficulté à équilibrer les temps de vie professionnelle et le temps personnel. Et c'est un peu là l'enjeu du droit à la déconnexion qu'on retrouve dans cette situation de travail. Le télétravail en soi n'est pas un risque, hein, c'est une situation, c'est une modalité de travail, et ça peut générer pour certains des difficultés à trouver un équilibre vie pro-vie perso. D'autres vous diront que le télétravail est un équilibre. Ça, encore une fois, ce n'est pas un jugement sur le télétravail, mais c'est bien quel impact a le télétravail dans l'organisation du travail pour les collaborateurs. Alors effectivement, Solange, j'aime bien ton exemple parce que tu prends la situation de travail à distance, le télétravail, qui va interroger juridiquement plusieurs points. Je vous rappelle que déjà avant l'épisode du Covid-19, il existait le droit à la déconnexion, où effectivement on conseillait aux employeurs de ne pas solliciter les collaborateurs en dehors des temps de travail. C'est aussi pour respecter toute la législation concernant la durée du temps de travail, notamment les temps de repos. Quand les gens sont détachés de la situation de travail, ils peuvent se ressourcer, et on parle aussi d'adéquation vie privée, vie professionnelle. Cette question du télétravail aussi, pour citer plusieurs exemples, a beaucoup interrogé la ligne managériale par rapport aux managers de proximité qui avaient l'habitude d'être sur le terrain et qui ont dû apprendre à manager à distance, ce qui n'est pas, ça change complètement leur méthode de travail. Tout à fait. Je vous propose, après ces quelques exemples et ces quelques illustrations autour de l'intensité du travail, de parler des exigences émotionnelles. On y pense peut-être pas facilement à ces aspects-là, et pourtant, sur certains métiers, ce sont des facteurs très importants de risques psychosociaux. Les exigences émotionnelles, c'est la nécessité en fait de maîtriser ses émotions. Comment on pourrait résumer ça, Karine ? Tu l'as bien résumé, tu l'as bien synthétisé. Les exigences émotionnelles vous interrogent sur l'énergie que vous devez déployer pour garder la face au travail. Travailler sur des sites dangereux et en même temps garder le sourire,
être en situation de transition, de changement professionnel mal maîtrisé et ne pas exprimer sa peur. Lorsque vous êtes un DRH et que vous avez en permanence des situations personnelles à gérer de vos collaborateurs, le contact que vous avez vis-à-vis de la souffrance, hein, et avoir de l'empathie et en même temps ne pas être touché par le collaborateur. Le fait de ne pas, en ce moment, déployer sa peur, c'est effectivement. Certains métiers, effectivement, avant l'épisode du Covid-19, étaient beaucoup plus interrogés sur ces champs-là. Tous les métiers de contact. Je suis commerciale, je suis hôtesse de caisse dans un magasin. Je dois garder, quoi qu'il arrive, une posture positive, bienveillante et d'écoute. J'ai une obligation de sauver. Et ça demande du coup une adaptation constante, oui, et une maîtrise constante des émotions. Donc effectivement, cet aspect-là, on n'y pense pas toujours, mais énergétique. Sur certains métiers, c'est ça, ça demande beaucoup d'énergie et c'est lié aussi à une posture. Ce que tu disais, la posture de dirigeant, la posture de manager peut demander de garder une certaine voilà, maîtrise. Oui. Je pensais également à un autre exemple sur l'isolement de certaines fonctions. Par exemple, un gardien de nuit qui travaille seul sur site. Donc déjà, il travaille seul. C'est une manière de travailler. Et puis, il peut travailler dans la crainte pour lui d'un accident, voilà, de tomber, de faire un accident du travail en étant isolé, sans avoir de personnes qui puissent le secourir. Ça aussi, ça fait partie de ces questions-là liées aux exigences émotionnelles du poste. Je fais juste un aparté en précisant bien, lors de la rédaction de votre document unique d'évaluation des risques, la notion de travailleur isolé est une mention spécifique. Je propose qu'on évoque maintenant l'axe 3. Voilà, si j'arrive à changer, ça doit être bon. Le troisième axe proposé par la classification de l'INRS, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est assez simple, hein, c'est la capacité à s'auto-organiser, à organiser son travail, mais finalement, c'est aussi la possibilité de peut-être participer à l'organisation du processus de travail. Et pour certaines personnes, finalement, il y a un besoin, il y a une demande d'autonomie, tandis que pour d'autres, trop d'autonomie peut être source de risques psychosociaux. C'est-à-dire que finalement, on retombe sur la nuance à prendre en compte quand on parle de risques psychosociaux, c'est que chaque individu va avoir des besoins différents et que le manager ou le dirigeant, l'employeur, hein, va devoir prendre du recul sur le fait de donner ou non de l'autonomie. En fait, on n'est pas dans un jugement sur le fait que l'autonomie serait bien ou mal, mais on est centré sur le besoin du collaborateur en fonction de son besoin et de son type de mission et de ses besoins d'accompagnement. Je pense notamment à certains collaborateurs qui ont pu se retrouver en télétravail, qui ont basculé du jour au lendemain en télétravail pendant la période de confinement. Pour certaines personnes, ça a pu être très difficile de se retrouver d'une certaine manière avec beaucoup plus d'autonomie que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Alors, la question de cet axe lié à l'autonomie, c'est un axe qui pourrait être source d'inquiétude pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, parce que leur premier réflexe va être, mais enfin, tous les postes ne sont pas autonomes. Nous sommes bien d'accord. On est d'accord. Hein, et tous les collaborateurs n'ont pas la maturité professionnelle pour pouvoir être laissés en complète autonomie. Donc, je place quand même le cadre de cet axe autonomie. Donc, je rappelle quand même que c'est aux dirigeants de juger de l'autonomie professionnelle de leurs collaborateurs. Maintenant,
il faudra intégrer dans leur facteur de réflexion qu'il doit y avoir suffisamment de prévisibilité de façon à ce que le collaborateur puisse s'organiser au niveau de son poste de travail. Ça fait partie de l'autonomie. Vous ne devez pas donner aussi d'injonctions contradictoires. Par exemple, à la fin de l'année, lors des entretiens d'évaluation, donner des objectifs annuels et puis tout au long de l'année, manager le collaborateur par micro-tâches. Injonction paradoxale. Le collaborateur doit pouvoir avoir de la visibilité sur ces différentes tâches, pouvoir s'organiser et, si possible, dans la mesure de la structure de son poste, pouvoir participer aux décisions concernant sa situation de travail, dans la mesure du possible. Donc finalement, sur la question de l'autonomie, ce n'est pas tant de décider si le collaborateur doit ou non être autonome, c'est plutôt la manière dont on met en place les conditions de cette autonomie et comment on accompagne le collaborateur dans l'autonomie, ou en tout cas dans le cadre, comment on peut cadrer. Nous ne sommes pas tous égaux sur cet axe-là. Certaines personnes ont la compétence de l'autonomie, d'autres ont besoin d'être beaucoup plus lourdement supervisés. Je propose de poursuivre sur le 4e axe. Le 4e axe concerne les relations sociales, les relations au travail. J'ai un exemple d'une collaboratrice qui m'indiquait qu'elle avait une charge de travail énorme à gérer. Elle était vraiment face à des difficultés pour absorber le volume de travail. Et elle me disait, en fait, j'ai connu pire comme charge de travail. J'ai connu pire comme charge de travail, mais j'avais un soutien par des collègues. J'avais un soutien par un manager. Et aujourd'hui, j'ai une charge de travail difficile, mais je n'ai pas de soutien. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est intéressant cet exemple parce que ça montre que, encore une fois, il y a des gens qui sont capables d'absorber une charge de travail, d'autres qui ne seraient peut-être pas capables d'absorber cette même charge, mais le facteur qui faisait basculer la personne dans du risque psychosocial, c'était le fait d'avoir un soutien d'équipe ou un soutien managérial et de sentir que voilà, cette charge-là était reconnue et qu'on lui donnait les moyens d'avancer malgré la charge. Et finalement, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais l'ambiance de travail, la manière dont les relations s'exercent au sein de l'entreprise peut avoir un effet très, très important. Alors oui, effectivement, pour amener de l'eau à ton moulin, je vais repartir sur ma phrase de départ, la définition du stress. Je suis en situation de stress à partir du moment où l'employeur me donne des directives et des objectifs et les ressources que je perçois de mon environnement ne me permettent pas d'honorer ma tâche. Parmi les ressources que va percevoir le collaborateur, il y a notamment les relations sociales, les bonnes relations que j'ai avec ma ligne managériale, mais aussi les bonnes relations que j'ai avec mes collègues, la notion d'entraide, la notion de cohésion d'équipe, la notion de soutien social. Mais il y a aussi la notion de justice sociale, la notion d'équité. Une dernière notion rentre dans les relations de travail, c'est la notion de récompense. La reconnaissance. La reconnaissance, tout à fait. La reconnaissance managériale, entre autres. Quand tu parles d'équité, ça m'évoque aussi la disparité des situations personnelles, oui. Et notamment celles qui ont pu être vécues pendant le confinement ou même dans des périodes plus classiques de vie au travail finalement. Mais pendant le confinement, je pense qu'on a pu voir au sein de certaines équipes des personnes qui ont peut-être été en chômage partiel, d'autres qui étaient arrêtés pour garde d'enfants, d'autres qui continuaient à travailler sur site, qui étaient exposés au
au Covid et aux risques voilà, liés au travail. Et ces disparités de situation personnelle peuvent, dans certains cas, générer des tensions de sentiments voilà, d'inéquité, d'injustice ou d'inéquité. Et c'est vrai que ça, ce sont des facteurs à prendre en compte quand on va se poser pour analyser une situation de travail et se demander si elle est génératrice de risques psychosocial dans cette relation, dans cette relation à l'équité au sein d'une équipe ou au sein d'une entreprise. C'est des points importants à prendre en compte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les relations au travail? Oui, j'avais envie de rajouter quelque chose sur la responsabilité de l'employeur concernant les conflits au travail. Parce que quelquefois, lorsque j'interviens en entreprise, j'entends des managers me dire « Mais tu comprends, Karine, ces personnes-là, ils n'ont jamais pu s'entendre, donc c'est normal, les relations humaines avec les conflits, les gens se crient un peu dessus parce qu'ils sont énervés. » Attention, hein, tous ces éléments sont de l'ordre de l'atteinte à la dignité humaine. Hein. Donc, je rappelle aussi des principes fondamentaux concernant l'atteinte à la dignité humaine. Je rappelle qu'on ne hausse pas le ton sur les collaborateurs et les collaborateurs ne doivent pas hausser le ton entre eux. Je rappelle qu'on ne donne pas de surnom à ses collaborateurs. Je vous demande d'être extrêmement vigilant sur les surnoms à connotation sexuelle, sexiste, homophobe ou en lien avec la religion, la nation ou l'ethnie. Hein. Je vous rappelle qu'on ne fait pas de gestes à connotation mimico-gestuelle. Lorsque un collaborateur s'adresse à vous, alors ça peut donner, je vais faire des grimaces, hein, ou ce genre de gestes, ou prendre des dossiers en les balançant. Mais c'est quoi ce travail de qualité très, très dégradée? Je vous laisse le remplacer. Ça fait partie des relations sociales au travail pathologiques qui peuvent faire partie du faisceau d'indices d'un éventuel harcèlement moral. Ok. On trouve ensuite un 5e axe qui concerne les conflits de valeurs. Alors, les conflits de valeurs, comment on pourrait le résumer? C'est le fait dans ses fonctions, de devoir réaliser des tâches ou mettre en œuvre quelque chose contraire à nos valeurs en tant que collaborateur. Je me mets à la place du collaborateur. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, que je trouve très parlant, qui s'est passé à la Poste il y a quelques années, lorsque la Poste était service public et en train de proposer des services pas directement apparentés au service public, et qu'il a été proposé, enfin imposé aux collaborateurs un nouveau service et un service obligatoire qui était celui de la boîte prête à poster. Et que du coup, les usagers, les usagers du service public ne pouvaient plus apporter leur petite boîte faite maison, la boîte à chaussures que votre grand-mère vous envoie tous les ans avec des petits gâteaux, des bonbons, que sais-je. Eh ben, les petites grand-mères ne pouvaient plus apporter leur boîte à chaussures faite maison. Elles étaient obligées de payer une boîte bien plus onéreuse, avec un service prêt à poster. Et il y a beaucoup de collaborateurs de la Poste à l'époque pour qui ça crée un vrai conflit de valeurs. Et c'était vraiment contraire à leurs convictions par rapport à une mission de service public où ils estimaient qu'on leur demandait de vendre quelque chose à un prix très onéreux par rapport à un service qui précédemment existait sans cette même valeur marchande. Et donc, depuis, vous pouvez à nouveau, il me semble, retourner à la Poste avec vos
vos colis faits maison et uniquement faire poster, faire timbrer le colis. Et je trouve que c'est vraiment un exemple parlant pour comprendre le conflit de valeurs en fonction du collaborateur, de son vécu et de la manière dont il conçoit sa mission au sein de l'entreprise. Ça peut être un véritable problème, mais on ne le trouve pas que dans le service public, ce conflit-là. Je pense que tu as un exemple intéressant aussi dans le milieu de l'industrie. Alors, effectivement, le conflit de valeurs, c'est ce qu'on appelle la souffrance éthique. Alors, valeurs qui peuvent être personnelles, comme elles peuvent être professionnelles. Hein. Tu peux avoir un conflit de valeurs intergénérationnel par rapport à la même vision d'un métier. Hein. Concernant l'exemple que tu évoques, effectivement, hein, imaginons une situation dans l'industrie d'une entreprise qui construit, par exemple, des canaux de transport des matériaux sous la mer. Hein. Cette entreprise est très, très connue comme fabricant des produits de très belle qualité. Les brevets, effectivement, qui sécurisaient juridiquement cette entreprise, passe dans le domaine public. Elle se retrouve donc avec une concurrence internationale. Le profil des acheteurs en face fait qu'on s'intéresse un petit peu moins à la qualité, mais plus au prix, puisque les acheteurs n'ont pas de connaissances techniques sur les produits. L'entreprise a dû réorganiser complètement sa stratégie industrielle et commerciale, s'aligner sur la qualité de produits donc, de ses concurrents. Hein. Alors, effectivement, les ouvriers qui fabriquaient directement les produits dans l'usine se sont retrouvés, par rapport à leur conscience professionnelle, dans une situation de dégradation psychologique. Ils produisaient des produits de moindre qualité. De très moindre qualité. Très moindre qualité, en sachant pertinemment plus que ces produits n'allaient pas durer dans le temps. Avec toutes les problématiques que ça pose. Avec toutes les problématiques que ça peut poser sur ce genre de technologie. Donc, conflit entre une décision de la gouvernance de l'entreprise pour sauver l'entreprise et s'adapter donc au marché, avec effectivement une problématique de communication au niveau des ouvriers sur le terrain, qui avaient quand même une certaine satisfaction depuis des décennies par rapport à la qualité des produits qui étaient sortis de leurs ateliers. Et la fierté de produire du produit de qualité. Au niveau mondial. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on parlerait de l'utilité du métier? On a parfois entendu aussi que certains métiers étaient utiles et d'autres moins utiles. C'est aussi là qu'on trouve voilà, le besoin de sens au travail. Au-delà du conflit de valeurs, c'est le besoin de sens dans la mission qu'on porte. On pourrait en parler à cet endroit-là. Et pour être franche avec toi, apparemment, ce serait le risque psychosocial qui est en train de monter suite à cette période de Covid. Est-ce que mon travail a un sens? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis utile à la société? Nous avons énormément de reconversions, mais vraiment à 360 degrés. Hein. Illustration, des personnes qui ont travaillé pendant des années dans des services marketing ou commerciaux, qui refont des périodes de reclassement professionnel, des périodes de formation et deviennent infirmières, aides-soignantes, éducateurs spécialisés. Ouais. Je propose maintenant qu'on illustre le dernier axe, l'insécurité de l'emploi. Alors finalement, là, c'est le lien très, très concret avec, on pourrait dire, la perception, encore une fois, en tant que collaborateur, la perception de l'environnement économique, de la précarité ou non de l'emploi. Donc ça, je pense que tout le monde peut le comprendre dans le contexte actuel, notamment. C'est le fait, en fait, de se poser la question de la durabilité de son emploi. Concrètement. Alors, l'insécurité de l'emploi, ça interroge déjà la solidité de l'entreprise, hein, qui est un sujet complètement d'actualité. Est-ce que je ne risque pas d'être en situation de licenciement économique? Est-ce que ma société a l'air insuffisamment solide pour pouvoir faire perdurer mon emploi? Mais ça interroge aussi mon poste. Alors, prenons l'exemple, par exemple, d'un CSP, centre de services partagés. Vous décidez de mutualiser, par exemple, vos services comptables.
À un moment, il va y avoir des doublons. Est-ce que mon poste va perdurer ou pas, hein? Le dernier axe concernant cet item d'insécurité de l'emploi, c'est est-ce que le poste et le travail que tu me donnes, employeur, me permet de valoriser mon employabilité. Mon employabilité, c'est ma cote professionnelle, c'est ma faculté à trouver du travail tout au long de ma vie. Et ceci est vraiment fondamental, puisque nous avons eu depuis 2014 toute une série de textes sur ce sujet-là. Exemple, avez-vous pensé à demander à l'ensemble de vos collaborateurs d'ouvrir leur compte CPF ? Est-ce que les collaborateurs ont intégré qu'ils deviennent quand même un peu à 50% gestionnaires de leur cote, de leur valeur professionnelle? D'après mon expérience, je vous garantis que lorsque je fais mon petit sondage, très peu de personnes ont pensé à ouvrir leur CPF. Certains ne savent même pas de quoi il s'agit. Avez-vous fait l'ensemble de vos entretiens professionnels? Nous avons quand même une date au 31 décembre 2019. Il y a des pénalités sur le fait de ne pas avoir, ne pas avoir effectué mes entretiens professionnels, des pénalités pouvant aller jusqu'à 3 000 € par personne. Donc, tous ces items tous ces éléments passent dans l'insécurité de l'emploi. D'accord, donc ce n'est pas uniquement la projection sur la précarité éventuelle de son emploi, c'est aussi toute la projection sur son employabilité par un collaborateur. Et finalement, sur le sentiment d'incertitude lié à l'emploi, c'est peut-être des choses qui se sont renforcées avec peut-être une perception comme quoi le télétravail serait en train de se déployer davantage aujourd'hui, avec le sentiment pour certains métiers d'être face finalement à une concurrence internationale, parce qu'on se dit je suis en télétravail, je peux être en concurrence avec quelqu'un qui vit en Inde ou aux États-Unis, et finalement on a cette insécurité de l'emploi qui peut être accrue sur certains métiers avec des compétences internationales. Je pense à ça notamment. Ça peut être en lien. Effectivement, nous sommes en train de vivre une période où le télétravail s'est installé dans le paysage professionnel. Alors, cette concurrence internationale, elle existait déjà par rapport à certains métiers. Je pense par exemple au service informatique, par exemple. Oui. Mais là, maintenant, cette insécurité professionnelle et cette concurrence internationale peut être tentante. À partir du moment où je transforme suffisamment mon entreprise pour que l'ensemble de mes collaborateurs puissent travailler à distance, sur certains métiers, je peux parfaitement aller rechercher des collaborateurs dans le monde entier. Donc, effectivement, les collaborateurs peuvent avoir cette perception et en tout cas ce questionnement, qu'il soit avéré ou non, mais en tout cas, le questionnement est là chez les collaborateurs. Oui, tout à fait. Je pense aussi à l'organisation de certaines structures avec pour certains métiers, ce qu'on appelle le flex office, où on a des plateaux avec des postes de travail disponibles, mais sans forcément qu'ils soient attribués à certains collaborateurs. Là aussi, il peut y avoir ce sentiment d'être interchangeable et de ne pas avoir forcément sa place tous les jours au bureau. Oui. Ça peut installer ce sentiment pour le collaborateur finalement d'être un peu un collaborateur parmi d'autres. Ça fait partie de toutes ces questions liées à l'insécurité à laquelle peut être exposé le collaborateur. Il faudra peut-être expliquer ce qu'est le flex office. Oui, je disais, j'ai peut-être pas été assez précise. Donc, le flex office, c'est le fait d'avoir une organisation, souvent d'ailleurs en open space, donc des plateaux de travail avec des postes, peut-être 15, 20, 30 postes de travail, ordinateur et téléphone. Et en fait, les postes ne sont pas nominatifs, c'est-à-dire qu'on vient, on s'installe et bien un certain jour, vous êtes en télétravail, donc le poste que vous occupez va être occupé par quelqu'un d'autre. Et quand vous venez le lendemain, l'autre personne est en télétravail. Mais ça pose aussi la question du roulement et d'être sûr qu'on va arriver le matin et trouver un poste libre pour faire son travail. Ça demande quand même une certaine organisation. Ça demande une organisation et ça peut être une source de stress pour le collaborateur. Puisque naturellement, nous sommes en tant qu'êtres humains programmés pour avoir une certaine territorialité et un espace
que je puisse investir psychologiquement. À partir du moment où, d'une semaine à l'autre, je dois m'adapter à une nouvelle structure, un nouveau poste de travail, une nouvelle ergonomie de travail ou un étage différent dans l'immeuble, hein, ça va interroger en permanence mes capacités de changement. D'adaptation. Mes capacités d'adaptation. Tout à fait. Et nous pouvons être sur une situation de risque psychosocial. Alors, j'espère que ce tour d'horizon d'illustration vous a permis de mieux appréhender les 6 axes, les 6 facteurs de risque psychosociaux. On voulait, pour conclure, aller sur vraiment l'intégration des RPS dans le document unique. Et finalement reprendre les étapes d'élaboration du document unique que vous connaissez sans doute. Pour rappel, le document unique d'évaluation des risques professionnels fait partie intégrante de la démarche de prévention. Et comme on le dit depuis le début de cette webconférence, le fait de réfléchir autour des risques psychosociaux, c'est avant tout une question d'anticipation, de projection sur des situations à risque, sans forcément que le risque soit avéré et qu'il ait eu lieu. Donc, on est vraiment dans cette démarche de prévention en tant que telle. On va peut-être reprendre les 5 étapes pour élaborer le document unique et on fera un zoom un peu plus appuyé sur certaines d'entre elles. D'ailleurs, notamment la première étape, le découpage en unités de travail. Les unités de travail, d'ailleurs il manque un S, hein, on va faire plusieurs unités de travail. Ce découpage en unités de travail, c'est vraiment une étape assez importante qu'on retrouve pour les risques physiques, mais pour les risques psychosociaux aussi, de se demander comment on va, quels ensembles de métiers ou quels ensembles d'établissements ou de lieux de travail sont soumis à des risques similaires. Très concrètement, ça va être dans un magasin, par exemple. Le lieu du magasin ne va pas être… Enfin, les collaborateurs qui travaillent dans le magasin en contact avec le public ne seront pas soumis aux mêmes risques que ceux qui travaillent dans l'entrepôt au niveau de la logistique et de la livraison, ou que les services administratifs qui sont dans les bureaux et sans contact avec le public, par exemple. Effectivement, ce découpage en unités de travail n'a absolument rien à voir avec un découpage géographique. Hein. On va mettre ensemble des situations de travail où les collaborateurs seraient impactés par une même famille de risques. Alors, si je reprends ton exemple concernant les magasins, lorsque je suis comptable, lorsque je suis DRH, lorsque je suis assistante de direction d'un magasin, je vais donc être en contact avec des risques que l'on peut trouver au niveau des bureaux. Lorsque je suis sur la surface de vente, j'aurai des risques par rapport au contact clientèle et puis peut-être toute une série aussi de risques physiques. Lorsque je fais partie des services de maintenance, c'est un risque spécifique de devoir changer une ampoule ou les systèmes électriques en hauteur et monter sur une nacelle. Lorsque je suis au niveau de la logistique, il y a des ports de charge, mais je ne serai pas, par exemple, en situation de conflit avec un client agressif. Exactement. Donc, si je reprends l'exemple des bureaux, voilà un exemple d'unité de travail. Dans une unité de travail de bureau, j'aurai mon DRH, j'aurai mon assistante de direction, j'aurai le comptable, par exemple. Finalement, une fois qu'on a découpé en unités de travail, c'est là qu'on va se pencher sur la deuxième étape, l'identification des risques. C'est ce qu'on s'est attaché à illustrer à travers les exemples qu'on a pu vous donner sur des situations de travail qui sont potentiellement génératrices de risques psychosociaux. Donc là, ça peut se faire à l'aide de grilles, à l'aide de baromètres internes. Enfin, il y a plusieurs méthodes de travail qu'on pourra aborder lors d'ateliers ou que vous pourrez mettre en œuvre à l'aide de ressources plus spécifiques sur ces points-là. Et finalement, peut-être on peut faire un petit zoom sur la troisième étape, la cotation des risques. La cotation des risques qui consiste à refléter à la fois la fréquence d'exposition au risque et la gravité du risque. Alors,
En première intention, effectivement, on a évoqué le découpage en unités de travail. Donc là, effectivement, il n'y a pas de texte spécifique qui impose à l'employeur une certaine méthodologie. Chaque employeur doit, on va le voir et on l'a vu tout à l'heure avec ses partenaires sociaux, ses instances représentatives du personnel, réfléchir au découpage donc virtuel de sa société. Il doit aussi identifier les risques. Alors, pour ce faire, il y a ce qu'on appelle différentes méthodes de recueil des données. Tu as parlé de baromètre social. On va parler aussi, si vous avez par exemple le bilan social de votre entreprise, vous avez effectivement les accidents de travail, le turnover, les démissions, les saisines du CSE ou de la commission santé-sécurité, les alertes au niveau de votre référent, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Donc, vous avez différents indicateurs qui vont vous permettre d'identifier certains risques. Certaines branches professionnelles peuvent aussi vous donner quelques éléments. Une fois que j'ai identifié donc mes risques et que j'ai découpé ma société en unités virtuelles, eh bien, je dois effectuer une cotation des risques. Là aussi, l'employeur est entièrement libre sur ses méthodes de cotation. Par contre, ces méthodes de cotation doivent être claires, explicites et compréhensibles par tous. Alors, par exemple, tu as évoqué la notion de fréquence. Alors, nous allons voir apparaître au niveau de la cotation des risques la notion de fréquence du risque. Imaginons que vous le cotiez de 1 à 4. Si je reprends l'exemple de ton magasin, une hôtesse de caisse. Si on est sur le potentiel d'agressivité, de contact avec une clientèle, ce qu'on va appeler la violence externe, j'aurai une cotation de risque assez importante, imaginons 4 pour une hôtesse de caisse et 1 pour notre comptable de la même entreprise. Donc, je vais effectuer premièrement la cotation des risques. Deuxièmement, je vais devoir rajouter la fréquence, la gravité. Merci beaucoup. La gravité de ce risque. Est-ce que ce risque s'est déjà produit? Quelles ont été les conséquences de l'accident ou de l'incident? Donc, cotation des risques égale fréquence d'exposition du risque multipliée par gravité. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le coefficient de pondération, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une démarche de prévention. La problématique, en première intention, ne doit pas se produire. Le coefficient de pondération, c'est toutes les méthodes de prévention que je vais mettre à côté, qui vont permettre de baisser en fait l'addition, de rendre le risque moins fort au niveau de sa cotation. Donc là, finalement, ce que tu commences à expliquer, c'est la 4e étape. Une fois qu'on a coté le risque, entre guillemets, le risque brut, on va mettre en place des mesures visant à supprimer le risque en première instance. Oui. Si on ne peut pas supprimer ce risque, on va mettre en place des mesures de protection collective et dans un deuxième temps, des mesures de protection individuelle. Oui. Et effectivement, ce que tu évoquais, c'est une nouvelle cotation. Une fois qu'on a mis en place toutes ces mesures, ce qui correspond d'ailleurs au suivi et à l'évaluation de la démarche, la 5e étape, c'est constamment de remettre à jour cette cotation de risque en fonction des mesures qu'on fait pour prévenir, pour réduire le risque. Donc, encore une fois, on retrouve le côté dynamique et vivant du document unique à travers ces étapes, puisqu'à chaque fois que vous mettez en place quelque chose pour réduire les risques psychosociaux ou les risques physiques, qui sont également dans le document unique, vous allez pouvoir réduire, en tout cas c'est ce qu'on vise à faire, réduire le risque et donc d'avoir un document dynamique qui traduit bien l'impact de vos mesures de prévention et également l'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que comme on le disait, le document unique n'est pas un document qui est figé, il va s'adapter aux changements d'organisation, aux changements de lieu, aux changements de logiciel, tout changement qui intervient dans le travail va forcément avoir un impact sur les risques, les mesures de prévention mises pour réduire les risques. Et effectivement, cette évolution dans le temps doit être bien suivie. Est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter? Tu as évoqué la cotation en matière de
cotation brute Ouais. et de cotation résiduelle. Exactement. Donc, Voilà. le fait, encore une fois, que le système de cotation, tu le disais, n'est pas imposé Oui. par les textes. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de définir un système, Oui. comme tu le disais, transparent, compréhensible pour tous, et effectivement, du coup, qui soit le plus utile pour un petit peu hiérarchiser les risques et voir les priorités de l'entreprise en matière d'action de prévention. Tout à fait. Et à cet effet, il y a des annexes aussi au niveau du document unique qui sont obligatoires, puisque l'employeur devra clairement noter les indicateurs qu'il a utilisés pour coter ces différents risques. Hein, et ces indicateurs seront surveillés pour effectuer notre 5e étape, l'évaluation de la démarche. Et ces indicateurs sont aussi sous la responsabilité de l'employeur. Écoutez, Florence, on a fait le tour, en tout cas, des principales étapes pour élaborer le document unique. Donc, je vous redonne la parole, Florence. Oui, merci Solange. Solange, Karine, j'ai une question à propos du Covid. Donc, le Covid génère d'autres risques au sein de nos entreprises. Quels sont les impacts donc sur notre DURP? Comment je dois retracer sur la DURP les risques Covid? Alors, pour bien comprendre la question, c'est le risque Covid, il génère des risques en direct, mais il génère aussi, enfin, il y a peut-être 2 questions dans la question, il génère aussi des risques par ricochet qui ne sont pas directement liés au Covid, mais qui sont tous ces risques psychosociaux qu'on peut voir ressortir. Donc, effectivement, moi, mon premier niveau de réponse autour du Covid-19, d'ailleurs, c'est une manière d'illustrer aussi comment concrètement les choses se traduisent dans le document unique. Finalement, alors la Covid, la pandémie Covid-19 a nécessité des mesures d'organisation. Mesures d'organisation du travail. Certaines personnes ont pu être en télétravail. Pour d'autres qui travaillaient sur site, c'était parfois une rotation, et ça l'est toujours, rotation de la présence sur site. Une nouvelle organisation pour respecter les distances sociales lorsque c'est possible. Donc tout ça, ce sont des mesures organisationnelles, des mesures collectives. Et puis, il va y avoir tout ce qui est mesures de protection individuelle. On les connaît tous, ce sont les masques, c'est le gel hydroalcoolique, c'est tous les plexiglas qui permettent, je pense encore à mon exemple dans les magasins parce que ça parle à tout le monde, mais on a vu tous ces plexiglas être installés au niveau des hôtesses de caisse, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la traduction concrète dans le document unique. C'est le risque Covid-19 nécessite la mise en place de ces mesures de prévention pour réduire l'exposition au risque. Ça, c'est la réponse au premier niveau. Après, la réponse en matière de risques psychosociaux, je pense qu'elle va être multiple et vraiment, contextualisée en fonction de l'entreprise. Enfin, je ne sais pas ce que tu pourrais… Bien sûr, effectivement, la question doit être contextualisée. Mais par exemple, si vous évoquez la question, voilà, mon entreprise affronte cet épisode de crise sanitaire, si je regarde cette question à la lumière de nos 6 axes, puisque c'est la méthodologie que vous devez mettre en place. Si je prends par exemple l'axe intensité et temps de travail, est-ce que j'ai dû probablement réorganiser la durée du temps de travail de mes équipes ? Est-ce que ça a occasionné pour certains services une surcharge de travail? On l'a clairement vu dans certaines entreprises. Certains services ont été sous-utilisés parce que le service a été complètement vidé effectivement de sa charge professionnelle, et d'autres services ont été surchargés. Comment est-ce que j'organise cette surcharge de travail? Le télétravail aussi, qui a été mis en place. Est-ce que le télétravail était déjà institué dans l'entreprise? Est-ce que le télétravail a été mis en place à toute vitesse du jour au lendemain?
Est-ce que mon infrastructure informatique a suivi? J'ai eu effectivement des entreprises qui me disaient, bien voilà Karine, pendant toute la période de confinement, je n'ai pas eu d'ordinateur parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'ordinateurs au niveau de l'entreprise et comme nos process informatiques sont sécurisés, je ne pouvais pas utiliser l'ordinateur de la maison, donc je suis restée pendant 2 mois sans travailler. Si on prend le deuxième facteur, à savoir les exigences émotionnelles, là aussi, ça dépend effectivement de vos services et de la structure de votre société. J'ai des collaborateurs, on peut imaginer, j'ai des collaborateurs qui étaient obligés de venir au travail, la peur au ventre parce qu'ils étaient en situation de famille avec des personnes à risque. D'autres collaborateurs avaient un très grand stress, justement parce qu'ils ont dû rester à la maison et ils n'étaient pas exploités. On a vu au niveau du conflit de valeurs, suite au Covid, comme je vous ai dit, des personnes qui se sont très fortement interrogées sur leur situation de travail parce que de façon notoire et publique, certains médias ont fait comprendre que certains métiers n'étaient pas utiles à la société. Donc voilà aussi une interrogation. Si on est sur l'autonomie, est-ce que mes collaborateurs ont été suffisamment formés pour le travail à distance? Est-ce qu'ils n'avaient pas tendance à culpabiliser, à dépasser, à déréglementer la durée du temps de travail? On commence à voir aussi des situations de burn-out, parce que certains managers n'ont pas l'habitude de manager à distance et ont passé 10 ou 15 ou 20 coups de fil dans la journée à leurs collaborateurs. Si j'utilise un autre axe qui est l'intensité, qui est la sécurisation du temps de travail, est-ce que mon entreprise est à jour au niveau de ses cotisations sociales? Est-ce qu'elle a pu payer son URSSAF? Est-ce que mon employeur a pu me mettre en situation de chômage partiel? Est-ce que je retrouverai mon entreprise à la fin de cet épisode? Donc, à chaque fois que vous vivez une crise, un changement, une modification de votre contexte, vous devez, du moins sur la partie risque psychosocial, interroger donc cette situation à travers nos 6 axes. Merci Karine. Une autre question, est-il obligatoire pour l'employeur d'informer du CPF aux collaborateurs? Si ma mémoire est bonne, il y avait déjà une obligation fin 2014 concernant le DIF. Et pour répondre aussi à votre question, depuis 2014, vous deviez tous les 2 ans faire cet entretien professionnel. Et nous sommes en 2020. C'est là où le coup près va tomber, puisque vous devez faire un bilan de ces 6 années. Quels sont les risques pour le chef d'entreprise? Toujours sur la question du CPF? Oui. Alors, quels sont les risques pour le chef d'entreprise? Déjà, un risque financier, parce qu'on est quand même sur une pénalité qui peut être de l'ordre de 3 000 €. Deuxièmement, je vous rappelle que vous devez gérer l'employabilité, donc la cote professionnelle du collaborateur. Si j'analyse votre question à travers, par exemple, la grille du harcèlement moral, au niveau du texte, il y a des actions répétées, il y a la notion de dégrader ma situation de travail, mais il y a aussi la notion de porter atteinte à ma carrière professionnelle. À partir du moment où vous ne faites pas cet entretien professionnel, imaginons que je sois sur un métier pénible, imaginons que je sois sur un métier physique et que j'atteins, par exemple, une période de seniorité. En directive européenne, nous sommes seniors à partir de 45 ans. Et qu'à la suite d'une situation d'inaptitude, le collaborateur ne peut plus exercer son métier. Eh bien, dans ces cas-là, on pourrait interroger votre responsabilité sur le fait que vous n'avez pas géré la carrière du collaborateur, que vous ne l'avez pas formé, que vous n'avez pas fait vos entretiens professionnels. Donc, vous ne lui avez pas donné les moyens et l'information pour gérer son employabilité. Merci Karine. Alors, on me demande si on peut avoir un exemple de DURP. Alors, oui. Vous en avez partout sur Internet. Maintenant,
Prenez vraiment ces exemples comme des documents de base. On va dire sur une échelle de qualité de 1 à 10, on va considérer que c'est une qualité de... Allez, je vais le coter à 2-3. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je dirais que en fait, il n'y a pas d'exemple. L'obligation légale ne dit pas sous quel format. Voilà. Je répondrai comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de format posée par la réglementation. Donc, c'est souvent sous format Excel. En tout cas, ce sont des tableaux avec la colonne. Unité de travail, ou des logiciels qui proposent ce type d'illustration. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher des branches qui proposent parfois les documents adaptés à la branche. Parce que finalement, on peut vous présenter, voilà, moi j'ai en tête des exemples de tableaux avec de très nombreuses colonnes qui se retrouvent, comme disait Karine, sur Internet, où vous voyez unité de travail, risque auquel est soumis le collaborateur, gravité et fréquence d'exposition au risque. Et vous avez des colonnes qui s'enchaînent avec les mesures de prévention et différents éléments qui se déclinent comme ça sur pas mal de colonnes et sur pas mal de lignes. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation de format. Et ce qui est pertinent pour une entreprise ne le sera pas forcément pour une autre. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un format unique. Et notamment aussi en ce qui concerne les risques psychosociaux. Vous pouvez avoir un mode de présentation un petit peu différent pour vos risques physiques et les 17 familles, les 16 familles de risques non psychosociaux, et avoir une approche peut-être un peu différente pour gérer les risques psychosociaux qui sont sous un angle un peu différent. Donc, effectivement, moi, je rejoins Karine. Vous trouverez des exemples sur Internet, des grilles, voilà, pour vous faire une idée. Après… ne vous en contentez surtout pas. Voilà. Je vous rappelle que vous avez l'obligation de faire un document qui est lisible, qui est clair et explicite pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et il est sous votre responsabilité juridique. Hein, si vous le faites faire par des professionnels, n'acceptez par exemple jamais de prestations à distance de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans votre entreprise. Hein. Ne remplissez pas, si vous achetez un logiciel spécifique aussi, parce que je sais qu'il en existe plein sur le marché, ne remplissez pas automatiquement les cases. Faites participer vos instances représentatives du personnel à cette rédaction, puisque je vous rappelle que vous devez, lors d'une consultation, obtenir l'avis favorable de vos instances représentatives sur ce sujet. Donc vraiment, vous vous en servez, je vous l'ai dit, à peu près sur une échelle de 1 à 10, prenez-le comme un document de base. Hein. Moi, je mets sur une échelle de 1 à 10, je vais mettre 3, par exemple, hein, sur la valorisation. Hein. On n'est pas du tout sur un document final, on est sur ce que j'appelle une matrice. Voilà. Vous prenez une matrice et vous l'analysez, vous l'adaptez par rapport à votre entreprise. Si vous ne le faites pas, à mon sens, si jamais le risque physique et que l'intégrité d'un collaborateur est entachée, il y a déjà votre responsabilité civile et pénale qui peut être engagée à titre personnel, hein, et puis des sommes assez conséquentes peuvent être demandées à l'entreprise sur le versant aussi de la faute inexcusable de l'employeur. Est-ce que vous, Karine, vous avez des modèles de DURP ? Alors, par rapport au discours que je viens de tenir à l'instant, je vais être tout à fait logique avec toi. Lorsque j'interviens pour des employeurs, je vais vous dire, j'ai effectivement une grille par rapport à ma façon de travailler. Hein, on est bien d'accord. Et je vais adapter cette grille par rapport à l'entreprise cliente en sachant que, comme c'est un travail
je fais soit avec le dirigeant parce qu'il s'agit d'une petite PME et qu'il n'y a pas de moins 11 collaborateurs et qu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel. Donc, je ferai ce travail avec le dirigeant et avec uniquement. Si vous êtes une entreprise de plus de 11 collaborateurs équivalents temps plein, normalement, vous avez, enfin, j'ose l'espérer, vous avez mis en place votre CSE et ce travail sera collaboratif. Donc, je reste logique avec moi-même. Le DURP est un document sur mesure. Après, effectivement, j'ai des choix personnels. Est-ce que c'est un format Excel? Est-ce que c'est un format Word? Effectivement, c'est un choix de visibilité. Une question relative au télétravail. Comment peut-on appréhender la relation collective du télétravail? Alors, je vais essayer de réfléchir au sens de la question. Oui. Comment appréhender la dimension collective, c'est-à-dire comment maintenir le lien, comment maintenir le collectif avec le télétravail. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et ça peut être une vraie question à poser aussi, pourquoi pas en interne, pour créer du lien, pour faire le collectif, pour le construire. Justement, de questionner, là aussi, travailler avec le collectif pour construire le collectif. Je ne pense pas qu'on ait de réponse toute faite sur cette question-là, mais en tout cas, pour que le collectif soit maintenu dans le télétravail, c'est déjà associer le collectif à la mise en place de ce télétravail. C'est une modalité de travail. Et dans les approches de qualité de vie au travail, on va s'attacher à associer les collaborateurs à leur processus de travail, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui sont les plus à même de donner des pistes de réflexion ancrées sur le terrain et sur le réel du métier pour apporter la meilleure organisation de travail. Oui, donc, moi, ce serait ma première réponse. Oui. Elle est délicate, cette question, parce qu'on peut l'entendre de façon différente en fonction du métier, de la structure, des services. Mais je vais dans ton sens au niveau de ta clé de lecture. Comment doit-on appréhender le collectif de travail? Eh bien, moi, j'ai une phrase souvent lorsque j'interviens. Je dis souvent à mes clients, quelque part, l'expert, ce n'est pas moi, c'est vous. Donc, nos missions, par exemple, peuvent être de l'ordre comment faire émerger de l'intelligence collective des solutions qui sont viables pour l'entreprise. Et en plus, cela aurait du sens par rapport à notre facteur lié à l'autonomie, puisque nous vous avons proposé de faire en sorte que les collaborateurs participent à la construction de leur environnement de travail. Oui, je pense que ça rejoint tout à fait la spécificité de chaque entreprise, c'est-à-dire que faire vivre le collectif en télétravail dans une entreprise ne sera pas la même dans une autre entreprise, en fait. Et que c'est vraiment aussi s'appuyer sur les besoins des collaborateurs, les besoins métiers, c'est-à-dire qu'une réponse dans une société de services informatiques ne sera pas la même que dans une société industrielle ne demandera pas les mêmes aménagements. Donc, je pense que repartir aussi des besoins identifiés au plus près des besoins collaborateurs, c'est ça qui amènera, je pense, la réponse la plus pertinente à cette question dans votre entreprise, dans votre contexte particulier. Alors, encore deux petites questions. Lorsque l'on a 2 sites, faut-il un DURP pour chaque site? Exemple, siège social, entrepôt logistique. Je confirme. Vous m'avez donné la réponse dans la question. Il y a 2 sites. Donc, on est clairement, effectivement, sur 2 situations de contexte et de risques éventuels différents. C'est la notion d'établissement qui prime. C'est le numéro c'est la terminaison du numéro de SIRET. Non, mais voilà, je sais que c'est un point de repère qui est assez administrativement assez facile à retenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 2 SIRET différents, on a 2 documents uniques. Comment évaluer le facteur conflit de valeurs ou le facteur insécurité de l'emploi dans le DURP? Alors, cette question est très délicate. Pourquoi? Parce que parmi les obligations de prévention, je vous avais précisé la notion de stress.
Je suis en situation de stress lorsque mon employeur me donne des directives et les ressources que je perçois. Donc, la partie flottante, c'est je perçois. Hein. J'ai aussi un indicateur au niveau juridique, c'est le fait que l'employeur doit adapter le travail à l'homme. Donc, concernant le versant de l'insécurité au travail, et c'est pour ça que je vous ai demandé de collecter, de faire des sondages et de collecter différentes données, parce que vous devez analyser la situation du point de vue du collaborateur et non pas de votre point de vue à vous. Qu'en est-il pour les VRP? Ils ont des risques spécifiques qui doivent être analysés. Est-ce que les VRP, donc on sont des salariés? Oui, bien sûr, des salariés. C'est salariés itinérants, salariés qui travaillent à l'extérieur. Oui, on va prendre en compte leur exposition. Ce sont des salariés à des risques spécifiques liés à leur, tout à fait. à leur déplacement à l'extérieur. Je suppose que c'est ça la question qui est derrière. Alors, la toute dernière question. Avez-vous des exemples concrets d'évaluation des RPS en prenant en compte les facteurs énoncés? Car les critères habituels de l'évaluation des autres risques professionnels, c'est-à-dire la fréquence, la gravité et les pondérations, ne sont pas vraiment adaptés. Pour notre part, nous l'avons géré en annexe via des enquêtes anonymes. Votre avis? Alors, effectivement, vous avez utilisé ce qu'on appelle des analyses normatives. Hein. Vous avez mis en place des enquêtes, des barèmes. Vous pouvez avoir aussi, parce que là, vous êtes en train d'évoquer le sujet des indicateurs. Hein. Donc, parmi les indicateurs, certaines entreprises ont décidé de mettre en place, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, le nombre de saisines au niveau des instances représentatives du personnel, le turnover dans certains services, les alertes au niveau du CSE, les longues absences, les demandes de mutation, les demandes de rupture conventionnelle. Est-ce que tu vois effectivement, on s'appuie sur des chiffres factuels et sur ce qu'on a à disposition dans l'entreprise et sur des chiffres souvent issus du bilan social, s'il porte ce nom-là. Mais on peut avoir un certain nombre de chiffres qui ne sont pas formalisés sous un document en tant que tel, mais en général, vous avez à disposition des chiffres qui vous permettent de suivre l'évolution et de traduire en fait une fréquence et une fréquence d'exposition au risque finalement à travers ces indicateurs-là. Donc ça peut être une bonne alternative quand on a des difficultés à pondérer, à donner une cotation en termes de gravité et de fréquence, qui est la manière la plus classique de faire, mais qui n'est pas la seule, encore une fois, la seule manière de faire. Ça veut tout à fait des indicateurs. Les indicateurs classiques, vous les retrouvez dans le bilan social, clairement, puis dans les services, dans vos tableaux de reporting au niveau du arbitrage. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est que les risques psychosociaux peuvent être subjectifs et différents d'un collaborateur à l'autre. Donc, à un moment, vous êtes obligé de passer par des entretiens qualitatifs. Vous êtes obligé de passer à travers des enquêtes de baromètres, à travers des saisines de vos référents, harcèlement moral, agissement sexiste, à travers des sollicitations des DRH ou des services RH par rapport à des problématiques de conflits divers et variés. Donc là, effectivement, c'est toute une série de méthodes qualitatives et quantitatives que vous devez mettre en place au niveau de la création de vos indicateurs. Bon, eh bien, merci Solange, merci Karine. Alors, nous tenons à vous remercier très sincèrement au nom du MEDEF 93-94, du MEDEF Paris, du MEDEF Hauts-de-Seine et du MEDEF Essonne. Nous tenons également à remercier les participants de ce webinaire. D'ailleurs, le nombre de participants démontre votre intérêt pour ce sujet. C'est pourquoi nous vous proposons de poursuivre vos réflexions. Nous vous proposons d'animer 2 ateliers, donc avec Solange et Karine. L'un le 18 novembre en matinée et l'autre le 23 novembre l'après-midi. Ces ateliers seront animés sur Paris et pour faciliter les échanges, les ateliers comprendront 8 participants.
Là, il s'agit de travailler de façon très concrète sur votre DURP et de pouvoir avoir un échange privilégié avec nos 2 expertes. Nous allons vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire à l'un d'entre eux. Voilà, nous mettons également à votre disposition sur les sites internet des MEDEF territoriaux le livre blanc qui a été co-rédigé donc, par Solange et Karine. Et bien sûr, Solange et Karine se tiennent à votre disposition pour des conseils personnalisés. Vous aurez leurs coordonnées dans le support que nous vous enverrons. Voilà, dernière information, le webinaire est bien sûr disponible en replay sur la chaîne YouTube du MEDEF 93-94. Petite précision, n'oubliez pas de prendre juste une petite minute pour répondre à notre questionnaire d'évaluation que vous allez recevoir dès le webinaire terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.